La deuxième chose, c'est un débat qui est important. Longueuil, c'est plus de 240 000 habitants. C'est également un des éléments constituants importants de l'agglomération de Longueuil, qui est une entité régionale qui compte également les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno et Saint-Lambert. Donc, ce n'est pas là-dessus nécessairement qu'on porte l'élection, mais ça a quand même une influence régionale. Et si le panier municipal, c'est souvent un peu le parent pauvre de la démocratie, il y a un taux de participation qui est plus faible que dans les élections provinciales ou fédérales. J'allais dire normales, c'est pas le bon terme. Dans les élections provinciales ou fédérales. En même temps, c'est là où c'est le lieu de la démocratie de proximité. C'est là qu'il y a des décisions qui touchent notre quotidien qui sont prises. Et c'est vraiment un lieu de démocratie beaucoup plus proche du citoyen. Donc, c'est vraiment un des éléments importants. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par le projet de loi sur la proximité là, qui a été accepté en juin dernier. C'est donc une décision importante qui va se prendre le 5 novembre prochain. Je vous annonce en même temps, évidemment, que vous pouvez voter par anticipation le 29 octobre si jamais vous n'étiez pas disponible. On a la chance ce soir d'avoir 3 candidats. J'ai fait quelques recherches pour le débat et savez-vous quel est le pourcentage des femmes mairesses au Québec? C'est 17 %. On n'était pas trop loin avec le 15 %. On est autour de 17 % de femmes. C'est très peu. Alors, on a la chance ici d'avoir 3 candidates. Avant de vous présenter les 3 candidats, je vais vous expliquer tout simplement un peu les règles du déroulement de la soirée. Alors, d'abord, les candidates vont avoir 1 minute pour se présenter. C'est quand même assez court. Et il va y avoir par la suite 3 thèmes, donc respectivement l'environnement, l'économie et les citoyens qui vont être abordés. Pour chacun de ces thèmes-là, il va y avoir entre 2 et 3 questions. Pour chacune des questions, les candidates vont avoir 2 minutes pour répondre. Par la suite, à chacun des thèmes, donc les 3 thèmes, après à chacun des thèmes, il va y avoir 10 minutes de questions citoyennes. On considère qu'il va y avoir à peu près de la place pour 4 questions, donc précipitez-vous au micro si vous voulez poser une question. Et par la suite, les candidates vont avoir 30 secondes pour répondre à la dite question. C'est très rapide, on voulait aborder plusieurs thèmes ce soir. Et finalement, il va y avoir un mot final d'1 minute par candidat. L'ordre de la présentation initiale et finale ont été tirés au hasard tout à l'heure. Pour le reste, on s'était arrangé pour avoir le plus possible le même nombre de fois que chacune des candidates commence, soit en 2e et en 3e, sans toujours suivre exactement la même candidate. Donc, il y a eu un pattern qui a été fait pour que ça soit de manière la plus équitable possible. Alors, je vais vous présenter les candidates. Moi, j'en parlais des femmes. Alors, je vais commencer avec Mme Grosguet. Alors, elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie. Elle a toujours travaillé à l'insertion sociale. Elle est aujourd'hui conseillère d'orientation et directrice de la maison Oxygène. À Longueuil, elle est connue pour avoir été députée du NPD dans la circonscription Saint-Lambert de 2011 à 2015. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait de la politique, car en France, elle s'était également engagée dans des associations, puis en politique municipale. En 2005, elle décide de quitter la France et émigre au Québec. Deuxième candidate, nous avons Sylvie Parent. Donc, Mme Parent est détentrice d'un baccalauréat en psychoéducation. Elle a travaillé pour le service de protection de la jeunesse à Montréal. Pour le directeur général des élections également. Elle siège au sein de plusieurs conseils d'administration de l'association de Sauge-Rive incorporée, du club de golf Le Parcours, en plus de présider le comité de toponymie. Elle est conseillère municipale de Longueuil depuis 2009. Sylvie Parent s'occupe principalement de ce qui touche les finances. Elle est présidente de la Commission des finances et des ressources humaines de la ville de Longueuil et coprésidente de la Commission sur le budget, des finances et de l'administration de l'agglomération de Longueuil. Et elle a gagné la course à la chefferie d'Action Longueuil en février dernier. Troisième candidate,
Madame La Tendresse. Donc, de Longueuil citoyen, détentrice d'un baccalauréat en communication et d'une maîtrise en développement organisationnel. À Longueuil, elle est connue, entre autres, comme étant la propriétaire du restaurant L'Incrédule, dans le Vieux-Longueuil. Et elle s'est impliquée, donc elle préside ou a présidé l'Association des commerçants de la rue Saint-Charles, au conseil d'administration du FM 103.3, l'organisation Macadam Sud et l'organisation des métiers et traditions. Elle a été élue comme conseillère municipale en février 2016 sous la bannière Action Longueuil, qu'elle a depuis quittée pour fonder son propre parti, Longueuil citoyen. Elle a participé à de nombreux comités et commissions, notamment en ce qui concerne l'agriculture, l'aménagement et le développement durable. Alors, est-ce que ça correspond? Alors maintenant, je vais donner la parole aux candidates. Prêt avec le chronomètre? Oui. Donc, vous avez 1 minute pour vous présenter. On va commencer avec Mme Grosguet. Allez-y. Merci, Ariane. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci à Frédéric Chenel pour nous avoir organisé ce débat avec l'ensemble de son équipe et de son organisation. Je suis donc candidate à la mairie pour Option Longueuil. Comme femme et comme progressiste, j'ai toujours considéré que la politique était un moyen, mais non pas une fin en soi. Un moyen pour travailler l'égalité des chances, un moyen pour s'attaquer aux injustices, à la pauvreté et aux obstacles qui bloquent encore beaucoup trop de nos citoyens. Un moyen également pour créer un environnement sécuritaire où il fait bon vivre et travailler. Un environnement où le transport actif et le transport en commun tiennent une place de choix. Notre ville qui sait attirer des emplois bien rémunérés, qui font la fierté de tous les Longueuilloises et des Longueuillois. Alors, votre temps est désormais écoulé. Pardon? Le temps est écoulé. Déjà? Déjà. Wow! Hey! J'ai une question, si vous le permettez. Est-ce qu'on peut rallonger le temps à la demande et à l'unanimité? Est-ce qu'on peut demander ça? C'est possible? Ça va tellement vite. Okay, 30 secondes de plus, mais allez-y. OK. Donc, 30 secondes de plus? OK, super. Donc, merci à vous tous. Merci de tous les soutiens qu'on a obtenus jusqu'à présent. Et je voudrais juste mentionner que nous avons parmi nous, dans notre liste, le plus jeune des candidats, ici présent à cette élection, Jérémy Dunel-Dufour, qui est ici avec nous. Et qui se présente dans le district de La Flèche. Merci. Merci. Donc, Madame Parent, pour 1 minute 30. Oui, merci pour cette invitation. Nous sommes très fiers de notre cégep, qui est le plus important, au Québec. Il se distingue aussi avec l'ENA, qui est la seule école de formation collégiale en aéronautique au Québec. Alors, on peut être fiers. Je suis conseillère municipale depuis 2009 aux côtés de Mme Caroline Saint-Hilaire, membre fondateur avec elle, car nous avions décidé en 2009 de remettre la ville au service de son monde. Et c'est ce que nous avons fait dans les 8 dernières années. Pourquoi je me présente à la mairie? Parce que j'ai l'expérience. J'ai l'expérience des 8 dernières années et je sais que le lendemain d'une élection, Longueuil va avancer, va continuer d'avancer. Notre bilan, les gens nous disent que ça va bien à Longueuil. Ils ont retrouvé la fierté d'être Longueuillois parce que Longueuil est maintenant attrayant, est maintenant une ville qui est séduisante, autant pour les citoyens que pour les entrepreneurs qui veulent maintenant venir développer sur notre territoire. Nous avons une vision claire pour poursuivre le travail, améliorer le transport collectif, développer notre économie pour créer des emplois pour nos jeunes, développer un centre-ville moderne et à l'échelle humaine. Nous voulons aussi et surtout redonner le fleuve à la population. Donc, oui, je suis prête et je veux que ça continue. Et finalement,
Madame Latendresse. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette opportunité, effectivement. Et comme le disaient les organisateurs, un projet qui est devenu rapidement plus grand qu'eux et qui a fait boule de neige. Je me sens privilégiée de venir ici et débattre avec mes collègues. Vous savez, j'ai enseigné 5 ans comme chargée de cours ici et j'ai passé de très belles années à enseigner la communication et le travail d'équipe. Aujourd'hui, je reviens à titre de chef de Longueuil citoyen, équipe Josée Latendresse, un parti qui a vu le jour en 2017, poussé par la force de citoyens et citoyennes qui espéraient un nouveau style de leadership à Longueuil. Porté par des valeurs de démocratie participative, de transparence, d'imputabilité, à un moment où le passé et le futur ne sont plus liés par la continuité, où le rôle de mairesse exigera de nouvelles compétences. Mon expérience déborde largement le monde politique. Je suis intervenue dans des situations très complexes, délicates, où mes valeurs d'écoute, de respect, d'inclusion et mon souci de travailler avec toutes les parties prenantes et de mettre à profit tous les talents ont fait définitivement une différence dans tous les milieux où je suis intervenue. J'ai une maîtrise en développement organisationnel, un bac en communication et une équipe absolument extraordinaire. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, on va amorcer avec notre premier thème, l'environnement. On sait que l'environnement, il y a une grande partie de ce qu'on peut faire sur le plan environnemental qui se situe au niveau des municipalités. Donc, la première question, quelles mesures votre administration prendra-t-elle pour créer et valoriser les espaces verts de la ville? Alors, on commence avec la réponse de Madame Parent. Oui, et effectivement, dans notre plateforme, l'ensemble de nos propositions consiste à favoriser l'agriculture urbaine, l'implantation de jardins éducatifs, parce qu'il y en a, mais il en faut plus, l'aménagement de places publiques éphémères, parce que vous savez, il y a des endroits où est-ce qu'il y a des grands îlots de chaleur et il faut aussi réduire ces îlots de chaleur-là. Nous voulons augmenter le nombre d'arbres qui sera planté sur notre territoire. Vous savez, depuis notre arrivée en 2009, 18 000 arbres sont distribués gratuitement à la population et ça, c'est pas rien. On veut comme continuer dans cette optique. Nous voulons aussi protéger nos terres agricoles parce qu'il faut les valoriser. Il faut continuer de mettre la pression au niveau du gouvernement pour que notre projet pilote de Éco-Territoire 21 soit mis encore plus de l'avant. Nous avons aussi nous allons vous proposer pour les jardins éducatifs que ce soit en collaboration avec les jeunes familles et peut-être même avec des CPE qui pourraient enfin pouvoir mettre à profit et montrer aux enfants, les générations à venir, comment est-ce que c'est important d'avoir de l'agriculture près de chez soi. Nous avons aussi, dans l'agriculture urbaine, vous savez, les gens nous le demandent, les gens sont de plus en plus conscientisés à la nécessité d'avoir près de chez soi la possibilité d'avoir des fruits, des légumes proches, même qu'on a, dans le dernier appel d'offres pour l'achat des arbres à la ville, proposé d'acheter plutôt des arbres fruitiers afin de, justement, que sur notre territoire, on déploie des arbres qui vont permettre d'avoir des fruits à portée de main dans nos endroits publics. Alors, c'est l'ensemble de ce qu'on vous propose et je ne sais pas si ça va dans cet angle-là, mais il faut aussi continuer notre projet pilote concernant les matières résiduelles ultimes. Voilà. Merci beaucoup, Mme Parent. Alors, la deuxième candidate à répondre à la question sur les espaces verts est Mme Latendresse. Bonjour. Donc, valoriser les espaces verts dans la ville, déjà, on a un schéma d'aménagement de notre 3e génération qui a été adopté et qui nous permet de comprendre, de garder sur notre territoire et de conserver des espaces qui sont précieux pour nous et qui sont nos poumons. Quand on dit qu'on doit valoriser nos espaces verts, moi, je le vois à 3 niveaux. On a des espaces qu'on doit garder,
On a une animation et une contribution citoyenne qui nous permet d'être nos premiers complices dans cet exercice-là. Et après ça, on a des actes concrets qu'une ville doit porter pour être en mesure de garder cette couverture verte. Jusqu'à maintenant, je sais qu'on a beaucoup tardé à entrer dans des gestes, je dirais, à fort impact. On a été trop longtemps, je dirais, agrillo-sceptiques. On a les climato-sceptiques, mais on a été agrillo-sceptiques. On avait la grille la grille du frêne qui est venue causer des ravages importants. 9000 arbres sur notre territoire public devraient être remplacés. Donc, on est très concret. On veut augmenter 3000 arbres par année pour être en mesure de pouvoir, à l'intérieur de 4 ans, couvrir notre territoire et l'augmenter de 30% même au niveau des arbres verts, avec une diversité importante. On veut baisser nos GES de 20%, et pour ça, ça va prendre définitivement la contribution de l'ensemble des citoyens pour qu'on puisse être en mesure d'y arriver. On a également une façon d'organiser nos quartiers, les centres-quartiers qui nous amènent à une grande valorisation de nos espaces verts, de notre façon de vivre notre milieu à distance de marche et de transport actif. Merci. Merci, Mme la Tendresse. Alors, c'est maintenant le tour de Mme Grosguy. Merci. Ce qui constitue la richesse de notre ville, c'est bien évidemment nos parcs et nos espaces humides. L'équipe d'Option Longueuil s'engage à promouvoir et bien évidemment à mettre en valeur nos parcs et nos espaces humides. De plus, protéger l'environnement local, notamment en préservant la couverture verte de nos quartiers. Ceci, la protection de notre couverture verte, bien évidemment, passe par d'éviter le dézonage intempestif. Donc, nous nous engageons à ne pas faire de dézonage intempestif en ce qui concerne la protection de nos espaces verts. Également, établir un partenariat avec les commissions scolaires pour introduire des séances d'information et d'éducation avec les écoliers, donc du niveau primaire, concernant le développement durable. On le sait, quand on parle de développement durable, oui, on peut aller de l'avant, on peut faire cette annonce, mais je pense véritablement qu'il est nécessaire d'avoir une éducation qui va pouvoir permettre aux générations futures déjà de prendre en considération donc, ces espaces verts et la valorisation de nos parcs et de nos espaces forestiers. Également, inclure des toits verts dans les nouveaux bâtiments ou les bâtiments rénovés de la ville. On sait que, oui, une couverture donc, de verdissage, donc une couverture naturelle permet, on le sait, donc, au niveau de ces toitures et de ces nouveaux bâtiments, de préserver et de renforcer également la protection de l'environnement en ce qui concerne donc, les gaz à effet de serre. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, la prochaine étape est un débat libre. Alors, je vais prendre les tours de parole, s'il y en a une qui veut poser une question à une autre. OK, c'est comme ça. C'était pas clair. On avait oublié cette On avait oublié cette étape. Okay. En fait, oui, je poserais une question à Mme Latendresse. Vous parlez de vos quartiers, vos centres-vie de quartier. J'aimerais avoir un peu plus de détails sur l'élaboration de ça. À quoi ça va ressembler concrètement? En fait, un centre-quartier, quand on regarde les grandes villes modernes, au lieu de s'attarder à construire des centres-villes à l'américaine, on a beaucoup plus des objectifs de décentraliser nos investissements et se rapprocher de nos citoyens. Ce qui veut dire qu'au niveau du centre-quartier, on est en mesure d'organiser et de redynamiser la vie de quartier. Donc, on pense, je vais donner un exemple concret, le parc Saint-Charles, par exemple. On est en train de refaire, il y avait une pataugeoire, on est en train de mettre des jets d'eau. Donc, si on avait été dans une logique de centre-quartier, nous aurions eu un comité sur place qui aurait regardé le projet et qui l'aurait optimisé et non pas juste remis des jets d'eau à la même place.
Quand on pense à un centre quartier, on regarde autour. A-t-on des pistes cyclables? A-t-on des corridors de marche sécuritaires pour les enfants? A-t-on des traverses piétonnes qui nous permettent de pouvoir traverser en sécurité? C'est un élément que les familles nous parlent haut et fort depuis des années. Alors, je vais laisser la place à d'autres. Est-ce que... Oui, je peux y aller. Donc, j'aurais une question pour Madame Sylvie Parent. En ce qui concerne justement la protection de ces espaces verts, pensez-vous que, et pouvez-vous dire qu'en termes de bilan donc de votre action donc, durant ces 8 dernières années, est-ce que vous pensez que le dézonage a été véritablement mis de l'avant pour éviter justement des dézonages intempestifs et pour éviter qu'il y ait des coupes pour laisser les promoteurs donc, prendre la place pour des constructions? En fait, il faut faire une différence entre des milieux qui sont déjà zonés résidentiels et qui ont déjà fait l'élaboration d'un PPU, d'un programme particulier d'urbanisme, et qui ont donné à certaines zones dans l'ensemble de la ville des endroits où est-ce qu'on voulait aller construire. Je pense qu'il faut avoir un équilibre et notre proposition à nous, en voulant planter davantage d'arbres, en mettant des jardins éducatifs et en mettant aussi des places éphémères, c'est de les réduire les zones, les îlots de chaleur. Et tantôt, on parlait aussi de la grille du Frêne. Nous proposons, nous, dans notre plateforme, une aide financière pour le traitement pour les citoyens. Donc, ça nous a été demandé beaucoup et nous avons entendu ce que les citoyens nous ont demandé. Voilà. Merci. Donc, ça termine la période du débat libre. On va passer à la deuxième question sur le thème environnemental. Alors, la question, en ce moment, la Ville de Longueuil est en essai pour le compostage. Quelle sera votre politique pour ce qui est de la gestion des matières organiques? Alors, la première à répondre cette fois-ci sera Madame Latendresse. En fait, je dirais que la Ville de Longueuil est plus qu'en essai au niveau de ses initiatives. Elle est plutôt en projet pilote. Dans un premier temps, on le sait qu'on est en retard au niveau de nos objectifs fixés. On s'était dit par 2009, on était pour être en mesure de pouvoir atteindre des cibles beaucoup plus ambitieuses que celles qu'on a été en mesure de résoudre. Mais pour l'instant, ce qui est encourageant, dans 3 quartiers de 3 arrondissements, on a un projet pilote qui nous permet, avec la collecte des bacs bruns, de pouvoir amorcer une information précieuse et comprendre et connaître quels sont les comportements de nos citoyens et d'ajuster par rapport à ça, après ça, nos efforts de sensibilisation pour que nous arrivions, quand nous aurons construit notre usine de biométhanisation en 2021, d'être en mesure de pouvoir être à pleine capacité. Au niveau des essais pour le compostage, on le sait on a beaucoup de travail à faire encore. On a des écocentres qui nous amènent à travailler avec les citoyens. On est même exemplaire parce qu'on reçoit à l'écocentre des quantités beaucoup plus grandes que les autres écocentres dans le reste du Québec. Donc, on a du travail à faire pour être en mesure de pouvoir se préparer et être en position. Parce que vous le savez, Saint-Hyacinthe a déjà son usine de biométhanisation et par le temps qu'elle l'a ouvert, il était déjà à pleine capacité. Donc, nous, on doit travailler pour que quand on va ouvrir le nôtre, on sera en mesure de pouvoir le remplir complètement. Quand on parle de compostage, quand on parle de gestion de matière organique, on est aussi dans de l'initiative citoyenne et on veut absolument, au sein de notre programme, travailler avec les citoyens pour qu'on soit en mesure de les amener à des pratiques exemplaires pour qu'ils soient aussi complices d'obtenir des bons résultats dans cette direction. Merci. Merci, Mme Latendresse. Alors, finalement, on a Mme... Non. Ah, c'est moi. En deuxième, on a Mme Grosguy. Oui, merci. Donc, on sait qu'actuellement, donc, le compostage est à l'essai à Longueuil. Nous ferons en sorte d'étendre à l'ensemble du territoire la collecte des matières compostables, donc, parce qu'on sait que c'est quand même un enjeu important. Et c'est pour les citoyens donc, une possibilité également de participer justement à cet aspect écologique qu'on veut mettre de l'avant. Il y a également la place des écocentres dans la ville.
Nous souhaitons que ces services donc d'écocentres soient harmonisés dans l'agglomération de Longueuil, car tous les écocentres devraient pouvoir rendre tous le même service. Donc ça, c'est important également. Également, la mise en place d'un pôle environnemental de valorisation des matières recyclables à Longueuil. Ça va être une de nos démarches pour faire en sorte que l'environnement et donc l'écologie prennent sa pleine place donc, au sein de notre ville. Nous souhaitons, bien sûr, pour pouvoir arriver, donc on parle de compostage, mais on peut parler aussi en même temps de recyclage et permettre à ce que le recyclage également soit quelque chose qui devienne naturel donc pour nos citoyens. Donc aussi amplifier donc, ce rôle de recyclage auprès de nos citoyens et simplifier la gestion des matières résiduelles à l'écocentre. Merci, Mme Donc, finalement, Mme Parent. Oui, effectivement, notre projet pilote qu'on a mis de l'avant cet été fait en sorte que la population est vraiment, je vous dirais, était beaucoup plus prête que les services, effectivement, parce qu'ils s'attendaient à ce que ça soit déployé beaucoup plus grandement que ça. Mais ce qu'il fallait faire avant, c'était de tester. Parce qu'on peut mettre en place une collecte, mais se tromper, pas faire les bons choix. Il faut continuer de faire ce projet pilote-là et de l'agrandir, effectivement, dans chacun des arrondissements dans les années à venir. Je suis très contente d'entendre Mme Tadros nous dire que nous sommes exemplaires pour ce qui est de la revitalisation, ou je vais le dire, hein, pour revaloriser nos déchets, parce que c'est quelque chose qu'on a fait dans les 3 écocentres, dans les 2 écocentres Marie-Victorin et celui de Saint-Hubert, où est-ce qu'on a vraiment on a déployé, dans le fond, des nouvelles façons afin qu'on puisse aller déposer tout ce que nous voulons recycler, afin qu'ils aient tous une deuxième vie. Et aussi, il fallait mettre en place aussi dans ces écocentres-là les équipements nécessaires pour que la population puisse y aller et justement pouvoir déposer tous les matériaux dont ils ne peuvent pas mettre à la poubelle. Et c'est vrai que notre bac bleu, il est très populaire. Et je pense que ça a eu un contrebalancement sur notre bac noir qui, lui, est maigri. Et là, il va encore plus maigrir avec l'avenue du bac brun. Et c'est une excellente nouvelle. Oui, notre usine de biométhanisation, les travaux sont en cours, la planification est en cours et elle sera réalisée dans les temps qui sont prévus par la loi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de ne pas applaudir trop longtemps, pas que je vous... mais pour rentrer dans les temps. Donc, merci. On a encore une fois le débat libre, donc de 3 minutes. Alors, je vous laisse la parole s'il y en a une qui désire, Mme Latendresse. Oui, j'aurais une question pour Mme Parent. Je sais qu'en 2009, déjà, on commençait à annoncer qu'on était pour avoir des bacs bruns. Ils sont arrivés en 2017. Vous avez dit qu'il fallait être prêt, il fallait se préparer, il fallait organiser. En fait, c'est 3000 bacs bruns. J'aimerais que vous expliquiez pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'on arrive à un projet pilote de cette petite envergure. Merci. Madame Parent. Oui, en fait, il faut comprendre que tout ce processus-là, il y a un côté de ces projets qui font partie de la ville et une partie des projets qui font partie de l'agglomération. Donc, l'usine de biométhanisation, il faut comprendre, pour que vous le sachiez, il faut comprendre que c'est une compétence d'agglomération, donc il faut négocier ces projets-là. Ce sont des grands projets d'envergure avec plusieurs millions d'investissements que les villes liées doivent prendre part au processus décisionnel. Donc, on a eu à négocier avec eux pour être capable de placer l'usine au bon endroit, de décider du terrain et voyons, je cherche mes mots, de la technique
qui va être utilisé. Donc, est-ce que c'est du compostage à terme ou bien si c'est du biogaz? Donc, tout ça a fait en sorte que, oui, c'est vrai qu'on a pris du temps, mais quand on veut faire une planification sérieuse d'un projet d'envergure de cet ordre, bien oui, parfois, il faut prendre plus de temps. Oui, ma question s'adresse à vous, Madame Parent. En ce qui concerne justement la mise en place du projet pilote, pourquoi, puisque tant d'années se sont écoulées, pourquoi n'être pas allé de l'avant tout simplement pour un élargissement à la ville? Bien, en fait, il faut comprendre qu'il faut avoir la capacité de les envoyer en quelque part, les résidus ultimes, parce que présentement, on n'a pas encore d'usine. Donc, il fallait aussi avoir un partenaire qui pouvait les recevoir. Et un projet pilote, ce que ça vient faire, c'est de dire, est-ce que notre méthode est la bonne? Parce que si on l'avait déployée à l'ensemble de la ville et qu'on avait acheté des bacs bruns pour l'ensemble des maisons et qu'on s'était trompé de technique, est-ce qu'on aurait eu l'air responsable? Non. Alors oui, on a préféré y aller à petite échelle pour s'assurer que le moyen utilisé est le meilleur et que, dans le fond, on ne soit pas obligé de redéployer un autre système à l'ensemble de la ville. Donc, cet été, on voit qu'est-ce que ça donne. Dans les mois à venir, on voit ce que ça donne. Et après ça, on va ajuster le processus pour voir si c'est le plus optimal. Juste une question. En fait, je voulais donner... Oui, juste pour renchérir juste sur ma première question. Mais est-ce que vous avez consulté pour pouvoir aller de l'avant avec tel ou tel... Les citoyens, ils avaient drôlement hâte que ça arrive. Ah ben oui, c'est pour ça. C'est Madame que ça arrive. D'où l'intérêt de pouvoir l'élargir au plus grand nombre. Ne pas parler en même temps. Okay. Merci. En fait, Madame Parent, on n'est pas en train de discuter autour du procédé de l'usine de biométhanisation. On dit 3000 portes, un projet micro dans une population d'un demi-million, là, presque là, si on parle de notre agglo. Comment peut-on penser que ça a pris autant de temps faire un projet pilote? Mais peu importe le temps, Madame la tendresse, parce que ce qu'il faut, c'est quand on prend une décision et que certains acteurs sont concernés, il faut avoir le respect de ces acteurs-là. Et quand ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts, bien, il faut attendre qu'ils soient prêts. Et ce sont les discussions qui ont eu lieu à l'agglomération et qui ont fait en sorte que l'usine prendra forme dans les prochains mois. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec le deuxième thème, qui est l'économie. Hein? Alors, j'ai des instructions secrètes en cours de route. Alors, l'instruction secrète était la suivante. Demande spéciale pour garder les questions du public à 20 secondes. Non, les questions. Les questions. Non, pas les réponses. Plus ça va, plus on va parler vite. OK. Alors, pour la section économie, la première question de ce grand thème, de quelle façon comptez-vous favoriser le développement économique de la ville et de l'agglomération de Longueuil? Quelles mesures concrètes proposez-vous dans le secteur de l'économie? La première à répondre sera Mme Grosguy. Oui, merci. En ce qui concerne donc cette partie économique, tout d'abord, vous dire qu'il y a deux versants à cette économie. Il y a l'économie sociale, que nous ferons en sorte d'appuyer et de développer cette économie sociale qui est extrêmement importante pour notre ville, extrêmement importante pour nos organismes et pour nos citoyens. Également, il y a un pôle que l'on trouve extrêmement important et un pôle central en ce qui concerne Longueuil, c'est le pôle donc, de l'aéronautique. Nous souhaitons créer une synergie donc, des entreprises longueuilloises avec l'aéroport et le domaine aérospatial et ainsi développer une filière aéronautique forte. J'ai pris connaissance dernièrement du projet de zone du Cégep et je trouve ce projet extraordinairement porteur. Un projet de développement durable et un projet d'avenir. Donc pour nous, oui, on a un pôle extraordinaire qu'il va falloir mettre de l'avant, qu'il va falloir développer, qu'il va falloir appuyer. Et pour ça, nous serons là avec l'équipe Option Longueuil, donc de notre administration, pour pouvoir soutenir et développer donc, ce pôle de l'aérotechnique. Merci, Mme Grosguy. C'était la première pratique. Alors, si vous voulez vraiment, vous n'êtes pas capable de vous retenir, vous pouvez faire les applaudissements secrets, mais sinon, s'il vous plaît, on ne veut pas prolonger le débat. Donc, deuxième réponse de Mme Latendresse pour 2 minutes.
Bonjour. À Longueuil et au sein de l'agglomération, qui est responsable du développement économique et quel est le rôle de notre ville? Je me pose une question sérieuse. Dell n'est pas un moteur de développement économique, c'est l'huile qui nous permet vraiment que ça aille bien. C'est un accompagnement extrêmement performant de nos entreprises. Mais qui est responsable? Qui s'occupe de notre développement économique? Une main invisible? Je pense qu'on doit être très prudent dans la façon de réfléchir le futur au niveau du développement économique. Quand on regarde ce qui est avancé devant nous, pour nous, Vision 2035, ce n'est pas une vision du futur. C'est un projet immobilier vraiment dépassé qui nous distrait d'une réflexion sur nos choix et priorités en termes de développement économique. Qui a dit que cette vision-là était un modèle éprouvé de développement économique? Pour nous, c'est un pari. C'est vraiment un pari. Et il ne faut pas oublier, nos citoyens ne sont pas des actionnaires. Ce sont des gens avec qui, ce sont des citoyens, ce sont des personnes importantes avec qui on doit toujours veiller à leur qualité de vie. On doit toujours veiller que l'ensemble de nos décisions soient toujours dans une perspective citoyenne. On est présentement en plein emploi. On est présentement dans une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut réfléchir pour créer des espaces qui permettra que notre ville soit choisie par les chercheurs d'emploi et que les entreprises recherchent notre qualité de vie pour venir s'installer. Donc, on veut mettre sur pied un comité de développement économique et d'investissement pour accélérer le développement économique parce que présentement, on a perdu des belles opportunités, un demi-milliard. Oui, il y en a eu 50 millions, mais on a perdu un demi-milliard. On veut travailler avec les jeunes, on veut soutenir les travailleurs autonomes, faire la promotion de notre offre touristique. On est très concret au niveau du développement économique. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Et finalement, Madame Parent, pour 2 minutes. Allez-y. Oui, en fait, moi, ce que j'ai à vous proposer, c'est mon expérience. À titre de présidente de la Commission de développement économique de la CMM, à titre de membre du conseil d'administration de Montréal International et de développement économique Longueuil, j'ai pu acquérir dans les dernières années une certaine très grande compétence. Je peux vous dire que notre vision du centre-ville n'est pas une vision archaïque, loin de là. C'est un projet moderne. 40 consultations avec les partenaires du milieu, 2 soirées avec les citoyens, 3 jours de portes ouvertes. Certains nous proposent des concepts. Nous, on vous propose une vision, des gestes concrets. Cette année, au mois de juillet, nous avions à Longueuil plus d'investissements sur notre territoire que toute l'année 2016 au total. 2016 a été plus florissante que 2015. Alors, Longueuil va très bien au niveau des investissements sur notre territoire. Nous avons été aussi porteurs pour notre zone aéroportuaire. Vous savez, il y a des projets qui veulent venir s'installer chez nous et nous leur avons permis, par un crédit de taxe, de pouvoir venir s'installer dans notre zone aéroportuaire pour des grandes entreprises qui investissent sur nos terrains plus de 3,5 millions de dollars. Et ça, c'est pour créer des emplois chez nous pour nos jeunes. Avec l'ENA, nous avons aussi sur la table à dessin un centre d'entretien des appareils qui va permettre à nos jeunes d'avoir des emplois sur le territoire et ça en continuité de leur formation qu'ils vont avoir eue chez nous, ici à Longueuil. Alors nous, la boucle, elle est bouclée. On a les centres de formation, on a les cégeps, les universités, on a sur notre territoire tout ce qu'il faut pour rendre nos jeunes compétents et en plus, nous attirons des entrepreneurs pour leur fournir un travail ici, chez nous, à Longueuil. Parfait, merci d'avoir respecté le temps. C'est dur, hein, de ne pas applaudir. Ouais. Alors, on a maintenant droit à 3 minutes de débat à l'interne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, Madame Grosguet? Vous savez, lorsque j'ai rencontré le directeur du Cégep, je pense qu'on a parlé longuement de développement durable. En matière d'économie, il y a lieu également de parler de développement durable. Et pour moi, le développement durable, il peut être représenté par l'existant. Le Cégep
est aujourd'hui une plateforme qui veut aller de l'avant et qui veut véritablement... Nous avons un partenaire de choix. Pourquoi ne pas avoir choisi ce partenaire de choix et aller de l'avant avec une vision 2035 qui apparemment est annoncée pour l'avenir, mais je pense que c'est plutôt à reculons que l'on va avec cette vision. Madame Parent, la question est pour vous. C'était une question? Et la question oui, et la question est... Pourquoi avoir laissé de côté, justement, cette vision de l'avenir porteuse qui est portée par le cégep Édouard Montpetit, qui n'a plus à faire ses classes, mais qui est positionné pour un développement économique durable et aller de l'avant avec un projet immobilier qui est ce projet 2035. Alors, Madame Parent? Oui, en fait, c'est deux visions qui se confrontent, en fait. Bien, en fait, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation parce que quand on veut créer des milieux de vie où est-ce que les gens vont habiter, étudier, se divertir, acheter, dépenser, vivre et avoir des loisirs à la marche, à côté, tout à côté de la maison, moi, je pense que c'est les grandes tendances. Je pense que les gens veulent avoir des milieux de vie à proximité, proche de la maison, pour être capable de, justement, ne pas avoir à utiliser de voiture, d'utiliser les transports en commun, d'utiliser les vélos, d'utiliser les voitures en covoiturage ou les autopartages. Moi, je pense que la vision centre-ville n'est pas du tout à l'inverse de ce que le cégep peut nous offrir et offrir à nos jeunes sur le territoire, bien au contraire. Je pense que si dans notre vision de ce développement-là, le cégep, c'est un partenaire parce qu'il offre la formation et la formation qu'il offre est en continuité, est en lien avec ce que nous avons sur notre territoire au niveau des entreprises. Parfait, merci. Oui, j'ai une question aussi, peut-être un complément. C'est intéressant au niveau de... C'est une question. Ah, c'est une question. Il reste 10 secondes seulement. Donc, on ne fait pas la même lecture de vous, mais je suis contente, Madame Parent, de vous entendre parler des centres quartiers, hein, mes super centres quartiers, en fait. Mais Vision 2035, pour moi, n'est pas un super centre quartier. La différence entre vous et moi, c'est que nous, le plan, il est sur la table, alors que vous nous demandez de vous donner un chèque en blanc. Le plan est plein de clignotants rouges. En fait, c'est pas un chèque en blanc. Vous nous demandez un chèque en blanc, Madame Parent. S'il vous plaît, le temps est maintenant écoulé. Alors, on va passer à la deuxième question. Quelle sera votre position sur le gel ou l'augmentation des taxes municipales, le financement de votre plateforme électorale et la saine gestion des finances publiques? Alors, on commence avec vous, Madame Parent. Oui. Mon expérience, parce que vous le savez, j'étais responsable des finances, donc des budgets des 8 dernières années, tant à la ville qu'à l'agglomération. Et quand on est arrivé en 2009, l'administration précédente avait fait ça, des gels de taxes, et l'état des lieux était lamentable. Je pense que vous êtes à même de constater à quel point il y a des cônes dans l'ensemble de la ville, et ça, année après année. Et c'est parce qu'il a fallu s'attaquer à cette réalité. Et nous l'avons fait, et nous avons créé un investissement global de plus de 75 millions par année parce qu'on savait qu'il fallait rattraper du temps qui n'avait pas été bien fait. Moi, je propose un plafonnement de 1 % par année pour les 4 prochaines années. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut être prudent. On n'est pas à l'abri de surprises, on n'est pas à l'abri d'un désinvestissement de la part d'un palier de gouvernement supérieur. On n'est pas à l'abri des mauvaises surprises qu'on peut avoir sur nos infrastructures. La plus belle preuve en a été la passerelle. Vous le savez, on a eu... c'est un accident bête, mais qu'il a fallu effectivement se défrayer des coûts supplémentaires pour la réaliser. Vous savez, ça fait partie... C'est-tu moi qui parle? Et dans le fond, ce que moi je vous dis, c'est d'être très prudent parce qu'un gel de taxes sur 2 ans, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver l'an 3, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver l'an 4, tandis que moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y aura pas de surprise. Cette année, l'augmentation de taxes était de 0,5 %. Alors, je pense qu'on peut y arriver, mais il faut toujours se garder une marge de manœuvre quand on fait une gestion responsable des données publiques. Voilà. Merci beaucoup, Madame Parent.
On va passer maintenant à la réponse de Mme Grosguet. Oui, merci. Dans notre plateforme et notre programme, nous parlons d'un maintien donc, des taxes au plus bas niveau. Nous ne mentionnons pas de gel de taxes parce que tous les économistes s'entendent pour nous dire qu'un gel de taxes provoque à terme un rebond de ces taxes. Il n'est pas question de faire supporter donc, à nos citoyens ce rebond, quel que soit le temps qu'il mettra pour arriver. Nous proposons également à ce que les taxes puissent être payées en 6 versements, ce qui va permettre donc aux familles de pouvoir souffler et de prévoir et de planifier donc, au niveau de leurs ressources pour pouvoir payer donc, ces taxes, donc, considérant que nous souhaitons vraiment aller avec l'augmentation donc, du niveau de vie pour maintenir ces taxes au plus bas. Merci beaucoup. Et donc, la troisième candidate, Mme Latendresse. Oui. Longueuil citoyen, c'est clair, nous sortons d'un rebond. Donc, nous pensons qu'après ce rebond de 24 d'augmentation de taxes dans les 8 dernières années, nous sommes en mesure de pouvoir garder les taxes à 0 gel complètement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un geste responsable que de dire aux citoyens, nous n'irons pas encore rechercher encore plus profondément dans vos poches. On est capable d'atteindre, c'est possible et c'est très réaliste. À chaque année, l'économie va bien présentement, nous sommes en mesure de pouvoir le prévoir. Le développement naturel de la ville nous permet de dépasser l'IPC, ce n'est pas inquiétant. Et les coûts du programme que nous avons déposé sur la table sont en dessous de notre marge de manœuvre annuelle pour être en mesure de pouvoir arriver. Au niveau des finances publiques, nous, on ne fait pas exactement la même lecture que les gens autour de la table. Le 100 millions supplémentaires qu'on est allé chercher au niveau des recettes, donc au niveau du budget, c'est essentiellement 24 de taxes au niveau des citoyens, le double au niveau du commercial. On est allé, la richesse foncière de 2009 à 2016 est passée de 17,3 milliards à 25,3 milliards, soit une hausse de 46 des données vérifiées par le ministère. On a un pacte fiscal présentement qui nous permet, à travers une loi spéciale du gouvernement, d'avoir des millions qui nous reviennent. Moi, je suis un peu surprise qu'on n'a pas eu aucun remords de continuer à augmenter les taxes à travers les dernières années, même si on avait des arrivées d'argent assez impressionnantes. On dit aussi qu'on a eu des pratiques de gestion rigoureuses. Quand je regarde le surplus qu'on a accumulé l'année passée, 1,2 bien en deçà des villes liées de l'agglo. Merci, Madame Latendresse. Alors, nous avons maintenant 3 minutes de débat libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la parole? Oui, ma question s'adressera donc à Madame Parent. Lorsque j'écoute nos citoyens nous parler justement de leurs taxes, ils sont et ils restent encore effarés et sidérés par cette augmentation donc de 24%, plus de 24% en 8 ans de leurs taxes. Et pouvez-vous leur expliquer clairement quels ont été les produits donc, issus de cette taxation? Qu'est-ce qu'ont pu récupérer les différents arrondissements en termes d'infrastructures, par exemple, concernant cette taxation donc aussi élevée? Alors, j'imagine la réponse pour... C'est la question qui est posée à moi. Oui. En fait, je voudrais rétablir 24 %, c'est une lecture. Dans les 10 dernières années, l'augmentation moyenne a été de l'ordre de 2 %. La valeur, par contre, de nos propriétés a augmenté de 43 %. Qu'est-ce que ça vient dire à quelqu'un qui est propriétaire d'une maison? C'est que l'économie à Longueuil, ça va bien parce que la valeur de nos maisons est en augmentation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre placement... J'espère que je ne perds pas de secondes, là. C'est que notre placement que l'on fait à l'achat de notre maison est rentable parce que le mobilier augmente. Ça veut dire que notre santé autour de chez nous, ça va bien. Et si on veut savoir si nos sommes d'argent sont bien investies sur l'ensemble du territoire,
Oui, parce qu'on a un programme triennal d'investissement qui est réparti dans l'ensemble de la ville, sur les 15 districts, et qui permet à chacun d'avoir des projets porteurs dans l'ensemble des rues, des parcs et des bâtiments. Voilà. Merci beaucoup. Madame Latendresse? Une dernière question pour Mme Parent. Alors, si nos maisons ont pris de la valeur, donc notre assiette fiscale a augmenté, pourquoi avons-nous connu des taux immenses d'augmentation de taxes, jusqu'à 5,9? Madame Parent? Oui, absolument. Le 5,9 dont Mme Latendresse parle, elle n'était pas là, donc peut-être qu'elle ne le sait pas, mais c'est un héritage de notre administration précédente. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2017, l'augmentation de taxes était de 0,5. Alors, on peut toujours regarder le chiffre le plus haut, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'au travers des années, dans les 8 dernières années, on a fait à chaque année un peu plus de ménage, un peu plus de rentrée d'argent. On le voit, hein, la réalité, c'est qu'à 0,5 cette année, on a justement utilisé tous les investissements qu'on a eus en 2016 pour justement réduire la part de cette taxation pour le citoyen. Alors, quand j'entends les commentaires de Mme Grosguy, je peux la rassurer que moi, si je peux aller à 0,2, je vais aller à 0,2. Mais je me garde une marge de manœuvre parce qu'il faut être prudent quand on gère les deniers publics. Ce n'est pas moi qu'il faut rassurer, mais nos citoyens, Madame Parent. S'il vous plaît. Donc, vous êtes non, pas du tout. Je peux vous confirmer le contraire. Ils ne sont pas du tout rassurés. Et surtout, avec on continue. S'il vous plaît. Enfin, bref. Alors, la vie citoyenne, on va commencer tout de suite avec la première question. J'ai perdu mon timer. On va y aller à la bonne franquette. Ah, il s'en vient. Il s'en vient? Alors, la première question, quels sont vos plans pour l'amélioration du transport collectif pour la ville de Longueuil? Et on commence avec Mme Grosguy. Oui, merci pour la question. Bien sûr, en ce qui concerne l'amélioration du transport collectif, on pense principalement au trajet que font les autobus pour relier donc une partie de la ville à une autre. On sait que là, il va falloir abonder dans le sens de mettre des lignes beaucoup plus importantes pour pouvoir répondre à ce besoin de nos citoyens. Également, il y a aussi une problématique qui est liée au transport collectif, qui est celle de mettre énormément de temps en ce qui concerne donc le passage d'un point à un autre dans la ville. Donc, c'est aussi pouvoir abonder dans le sens de l'amélioration de ce transport pour mettre des navettes encore plus rapides et plus importantes pour répondre à ce besoin également. Merci, Mme Grosguy. Alors, on va passer à Mme Parent, donc sur le transport collectif. Allez-y. Oui, en fait, nous, ce que nous proposons à Action Longueuil, c'est évidemment d'améliorer la desserte, surtout d'est en ouest. Je pense que c'est un travail qui est déjà amorcé, surtout avec les orientations du RTL, parce que vous savez, ils sont quand même assez autonomes dans leurs décisions et leur planification. Et je pense qu'ils ont, eux aussi, à cœur d'améliorer notre voie, notre desserte et surtout de créer de nouvelles voies réservées et d'encourager le transport collectif, parce que nous allons proposer l'ajout de covoiturage, l'autopartage et améliorer encore plus la desserte en autobus, évidemment. Nous savons aussi, je prends l'engagement pour les étudiants. Moi, je vais faire des représentations auprès de l'ARTM, la nouvelle agence de transport, afin qu'un tarif unique soit disponible pour l'ensemble des étudiants. Parce que pour moi, il est inconcevable qu'en 2017, un étudiant qui doit choisir d'aller à Montréal ou même à Laval pour étudier, parce que son programme se donne à Montréal ou à Laval, bien, qu'ils doivent payer plus cher que s'il a la possibilité de le faire sur notre propre territoire. Donc, je prends l'engagement de faire des représentations au sein de l'agence pour qu'il y ait un tarif unique pour nos étudiants sur l'ensemble du territoire desservi par l'agence. Et évidemment, je pense qu'il faut aussi permettre, quand quelqu'un paye en argent, d'avoir la possibilité d'avoir une correspondance et que ça continue d'être disponible sur notre territoire pour l'ensemble de notre population. Voilà. Bonjour, merci beaucoup, Mme Parent. Alors maintenant, Mme Latendresse.
Au niveau du transport collectif, quand on regarde notre difficulté dans le passé d'être en mesure de se concerter avec les véliers, au niveau du transport collectif, c'est là qu'on a été les plus grands perdants. On a avancé à la vitesse très lente et on le sait quand on regarde les villes autour qu'on a accumulé du retard. Donc, il va falloir rentrer dans notre siècle et utiliser les applications mobiles, faciliter le trajet, faciliter la transaction de l'utilisateur avec le RTL pour être en mesure de pouvoir intégrer et favoriser l'utilisation du service des autobus. Maintenant, la gratuité aux aînés, elle est possible, elle est offerte hors heure de pointe. Il faut faciliter le processus de renouvellement de la carte. Il va falloir revoir la desserte globale, il va falloir revoir les trajets. Évidemment, c'est plus difficile aujourd'hui. On est 1/15e à la RTM, donc il va falloir travailler et user de nos aptitudes et nos compétences de négociation pour travailler main dans la main avec nos partenaires et être capable de faire monter nos besoins aux instances supérieures. On a à améliorer la desserte axe ouest. On a également à penser à notre axe Tachereau. Et pour Longueuil citoyen, le prolongement du métro sera dans les cartons et nous militerons pour que nous soyons en mesure de pouvoir le concrétiser. Parfait. Merci beaucoup, Madame Latendresse. Alors, on a 1 minute de débat libre. Moi, j'aurais une question, Madame Latendresse, concernant votre projet de prolongement de métro. Comment, concrètement, comptez-vous vous y prendre pour ce prolongement? Et on sait qu'on attend ce prolongement depuis quand même pas mal d'années. Vous avez la solution, là, déclic, qui va permettre ce prolongement? Merci, Madame Groguet. Madame Latendresse. Madame Groguet, vous qui avez siégé à des instances autres que municipales, vous devez comprendre que les instances gouvernementales, fédérales, provinciales ont des enveloppes, des fonds. Il va falloir qu'on fasse notre lobbying et que nous allions militer pour ce projet-là. Vous savez, il y a des dizaines et des centaines de milliers de citoyens. Nous n'avons pas eu le prolongement de notre ligne jaune depuis 50 ans. Les autres rives l'ont eu. Il est temps que nous soyons sérieux, que nous travaillions avec nos partenaires et que nous allions pour ce projet-là de prolongement. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Donc, de quelle façon comptez-vous améliorer les relations entre la ville et ses citoyens et entraîner une plus grande participation à la vie citoyenne, en particulier chez les jeunes? Donc, on commence avec Madame Latendresse sur les relations avec les citoyens et la participation. Merci. Effectivement, pour nous, quand on regarde les villes modernes, les villes intelligentes, celles qui sont venues nous inspirer pour qu'on soit dans notre développement de programme, ils ont tous un dénominateur commun, simplifier la transaction ville et citoyen. Donc, pour nous, il est fondamental que l'ensemble de nos décisions soient dans cette logique-là. Simplifier toujours la relation que le citoyen a avec sa ville. Rapprocher les services des citoyens. Présentement, ils doivent aller au 4250 chemin de la Savane. C'est important qu'au sein de chacun des arrondissements, on ait des points de service. C'est important également parce que nous sommes à l'ère du temps réel, que nous puissions prendre notre téléphone mobile et que nous ayons accès à une information exacte en tout temps. Quand on fait une requête au 3-1, présentement, il n'y a pas de réponse. Le rapport du protecteur du citoyen était éloquent à ce sujet-là. Il faut se doter d'une politique sur le service 3-1. Ne pas fermer de requête sans explication ou motif est inacceptable. Il va falloir spécifier les délais raisonnables pour le traitement des requêtes. Nous, on dit, en dans 48 heures, on doit faire un retour, dans un premier temps, au citoyen sur la requête qu'il a apportée, et nous irons beaucoup plus loin que ça. Nous mettrons la technologie au service du 3-1 pour qu'en temps réel, le citoyen soit en mesure de savoir l'évolution de sa demande. On veut également travailler au niveau de la participation citoyenne et c'est un sommet citoyen que nous organiserons et ce sommet citoyen-là nous permettra de travailler au niveau des centres quartiers avec des conseils de quartier pour amener le dialogue à une échelle de quartier.
Parfait. Merci beaucoup, Madame Latendresse. Alors, on va continuer avec Madame Parent. Allez-y. Oui, votre question était comment réussir à entrer en relation et entraîner une plus grande participation du citoyen. Oui. Vous savez, en 2009, Action Longueuil, ça a été notre dévoilement de notre plateforme quand on est arrivé en disant on veut remettre la ville au service de son monde. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait plus de 600 consultations. On est allé chercher les citoyens pour les entendre. Nous, ce qu'on propose, c'est un comité d'action de vie de quartier. Donc, dans chacun des 15 districts, une mobilisation des citoyens, qu'ils aient de 12 ans, 17 ans, 25 ans, 77 ans, qui se réunissent et portent des projets pour leur environnement, pour leur quartier, pour faire en sorte d'avoir un accompagnement, tant par le personnel qu'un accompagnement financier pour la réalisation de ces projets. On veut aussi organiser une fois par mois le samedi du citoyen qui se tiendra dans les différents endroits de la ville pour que les gens puissent venir échanger avec les élus sur des projets qui seront en lien avec le développement de la ville tout au long de l'année. Donc ça, c'est d'être à l'écoute et en échange avec le citoyen. Nous voulons aussi lancer un vaste projet pour faire de Longueuil une ville encore plus intelligente. Par quoi? Par le biais du portail citoyen numérique et encore plus performante, parce que je pense qu'on a des choses à travailler à ce niveau-là. Une application mobile, Longueuil 3 en 1, qui va permettre en temps réel de dire au service, il y a un lampadaire de brûlé, il y a un nid de poule, et tout ça en temps réel. Donc, ça va faciliter aussi le travail de nos employés. Dans le cadre d'une politique des données ouvertes, nous voulons rendre encore plus accessible toute l'information qui est détenue dans la municipalité et faire en sorte que les gens pourront aller recueillir ces informations-là. Donc, nous continuons notre engagement à Action Longueuil d'être et pour le citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Madame Parent. Madame Grosguy. Oui, donc en ce qui concerne la participation citoyenne et pouvoir augmenter l'implication citoyenne, je pense que tout naturellement, ça passe par de remettre le citoyen au cœur même de notre politique municipale. Et c'est ce que nous comptons faire avec Option Longueuil. Nous souhaitons aller de l'avant avec un office de consultation publique de citoyens, ce qui nous paraît très essentiel et très important. Également, la mise en place d'un conseil municipal jeune. On sait que les jeunes souhaitent s'investir et parfois ils n'ont pas l'espace ni le lieu pour pouvoir justement améliorer et donner plutôt leur avis sur certains développements qui les concernent, parce que c'est eux les porteurs de l'avenir et nous souhaitons donc aller de l'avant avec cette mise en place. Également, dans le même pendant, les aînés. Pouvoir aussi mettre sur pied un comité d'aînés qui prendra sans doute la forme également d'un conseil municipal aîné. Développer et promouvoir les comités de quartier aussi dans les espaces où ils n'ont pas lieu actuellement. Mettre aussi sur pied un budget participatif, donc mettre à disposition des arrondissements, des districts, une enveloppe où les personnes concernées vont pouvoir aller de l'avant avec des micro-projets qui les concernent et qui vont améliorer leur existant. Également, la création d'un portail numérique. Donc, à l'heure de la technologie, ça nous paraît évident qu'il va falloir être en interaction constante avec nos citoyens et qu'ils aient une information quotidienne, au jour le jour, et aussi favoriser le développement du 3-1-1, l'améliorer en ce qui nous concerne. Car répondre aux citoyens, ça fait partie du travail d'une administration et donc nous nous engageons également à faire ces améliorations-là. Merci beaucoup, Madame Grosguy. Donc, on a 1 minute de débat libre. Madame Latendresse. Je suis un peu surprise du nombre. 600 consultations en 8 ans. Quand on enlève les vacances, c'est 2 consultations par semaine. Donc, à travers l'ensemble de ces consultations-là, vous m'avez dit tout à l'heure que comme conseillère municipale, pas encore élue d'ailleurs, j'aurais dû en faire une sur la passerelle de Normandie. J'aimerais savoir comment a été la consultation autour de la reconstruction de la passerelle de Normandie. En fait, si vous voulez qu'on parle de ce dossier-là, Madame Latendresse, on va le faire. Je me souviens d'une vidéo qui a circulé sur laquelle vous disiez que cette passerelle était un monument exemplaire et d'une signature extraordinaire pour Longueuil. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez changé d'avis, mais moi, je sais que je vous avais demandé à l'époque
si c'était bien ça que les citoyens de votre quartier désiraient voir réaliser. En novembre 2016, nous avons eu une conversation téléphonique où, après la passation du règlement d'emprunt de 8,2 millions, vous m'avez demandé est-ce que les citoyens iraient plus loin que ça? J'ai dit hors de question, ils m'appellent, c'est déjà hors prix. Désolée, merci. Alors, on va passer à la troisième question du thème. On a le mouvement Petro pour Longueuil qui bat encore son plein. C'est là un symptôme d'une relation parfois difficile entre Longueuil et les autres villes de l'agglomération. De quelle façon pensez-vous aborder le dossier? Alors, on va commencer avec Madame Latendresse. On Petro pour Longueuil, pour certaines villes liées, effectivement, c'est du passé. Pour d'autres, c'est encore de l'actualité. Ça fait des années qu'on entretient des relations plutôt abrasives avec l'ensemble des villes liées. Ce que j'ai proposé à l'intérieur du programme, c'est que nous mettions sur pied une commission sur l'éthique et la gouvernance qui nous permettrait d'établir un espace de dialogue sur l'ensemble des irritants que cet agglo, qui a bientôt 11 ans, 12 ans, a cumulé à travers les années. C'est important qu'on passe à travers cette conversation difficile avec les villes, les maires des villes, parce que présentement, ce manque de cohérence nous empêche de pouvoir être en mesure de développer, d'une part, des grands plans de développement au niveau économique, au niveau social, au niveau du transport collectif et au niveau de bien d'autres éléments. Ça va être important également parce que l'ensemble des ententes ministérielles qui arrivent depuis la dissolution des CRE font en sorte qu'on doit s'unir, on doit faire équipe, on doit devenir des villes alliées pour être en mesure d'aller chercher les montants d'argent à la hauteur de notre taille. Et pour faire ça, il faut s'asseoir, il faut nommer les choses, prendre des décisions négociées, parce que l'argent que nous perdons présentement est énorme. Merci beaucoup, Madame Latendresse. Alors, il y a la réponse ensuite de Madame Grosguy. Oui, en ce qui concerne donc cette relation conflictuelle, je pense qu'il faut savoir que lorsqu'on est sur ces questionnements, c'est qu'il y a bien évidemment un problème de gouvernance. Lorsqu'on ne reconnaît pas un leadership, ça pose problème. Et ça pose problème de façon à ce qu'il y ait des dissensions au sein d'un groupe. En tant qu'administration, bien évidemment, le dialogue sera maintenu, sera ouvert pour que les différentes villes, les différents maires associés puissent être écoutés, entendus, et ils puissent aller de l'avant avec de véritables propositions qui vont faire en sorte que cette agglomération, elle sorte gagnante, comme chacun des maires aussi devra sortir gagnant de cette table de discussion et de dialogue. Pour moi, c'est important. Si demain je suis mairesse, bien évidemment que je vais défendre les intérêts de mes citoyens, comme le feront les autres maires qui seront assis autour de la table. Mais comment faire en sorte que nous puissions regarder ensemble dans la même direction pour l'intérêt de tous nos citoyens concernant cette agglomération. Et c'est pour ça que je travaillerai et c'est de cette façon que je travaillerai avec les autres maires de l'agglomération. Merci beaucoup, Madame Grosguy. Et finalement, Madame Parent, c'est à votre tour. Oui, en fait, il y a comme un double discours ici parce que les villes liées, ce qu'elles reprochent présentement à l'agglomération, ce qu'elles disent, c'est qu'elles payent trop. Ce qu'elles veulent faire concrètement, c'est qu'elles veulent refiler la facture à la ville-centre qui est Longueuil. Moi, je prends l'engagement aujourd'hui devant vous que le 15 millions qu'ils veulent nous refiler, bien, ça ne fait pas partie des pistes de solution. Parce que moi, si vous m'élisez le 5 novembre, je vais défendre vos intérêts. Et c'est ça l'important, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en 2009, quand on est arrivé, il n'y avait pas de dialogue entre les villes. Les villes liées étaient absentes, des conseils étaient absents du comité exécutif d'agglomération. Tout ça est revenu en ordre. Jusqu'en 2016, étonnamment, tout allait relativement bien parce que 97% des résolutions étaient adoptées au conseil d'agglomération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Il faut demander aux maires des villes liées. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas vrai que ça va si mal que ça, que oui, on va devoir s'asseoir, qu'on va devoir trouver des pistes de solutions, mais pas au détriment des citoyens de Longueuil. Je pense que notre agglomération, elle gagne à être forte,
à être ensemble et c'est là-dessus que je vais travailler le 6 novembre prochain. Merci beaucoup. Alors, débat libre, 1 minute. Oui, Madame Broguet. Oui, absolument. Madame Parent, dans ce que vous apportez comme information et explication, le constat est là. Toutes les villes veulent partir là. Donc, est-ce que vous pensez réellement qu'un leadership rassembleur a été présent tout au long justement de ce travail dans l'agglomération? Pensez-vous réellement que vous avez été à la hauteur? Merci, Madame Broguet. Réponse? En fait, c'est la table des maires qui s'assoit ensemble, donc je n'étais pas mairesse. Oui, mais donc il faut comprendre, votre administration, faut comprendre partie, et respecter le rôle de chacun. Je pense que le 5 novembre prochain, ils seront élus dans les différentes villes, certainement des nouveaux acteurs, et le dialogue se fera certainement à un autre niveau, beaucoup plus constructif et beaucoup plus répondant aux besoins de chacun. Alors, rapidement, Madame Latendresse. Oui, effectivement, les discussions ont évolué. Vous parlez de 15 millions, vous parlez de cristallisation. Ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. On est sur des bases différentes et nous sommes confiants que nous allons pouvoir arriver à devenir des villes alliées. Le temps, merci beaucoup, toutes les trois. Donc, ça termine, en fait... je vais essayer de me retourner. Donc, ça termine le débat formel. Il reste encore...